Alice, donc je suis en fait médecin psychiatre et médecin du sommeil. Mais j'ai aussi, avant de faire médecine, j'ai aussi fait 5 ans de fac de sport, donc avec entraînement sportif. Donc j'aime beaucoup le milieu du sport. Donc ça me fait plaisir. Du coup, Sylvain m'a proposé de venir faire une conférence pour vous parler du sommeil et de la performance. Donc ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Donc on va vraiment essayer de parler sommeil, faire le rapport avec quel intérêt pour votre performance, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse surtout. Et puis après, je pourrais vous donner des conseils, vous verrez, si vous avez des questions, surtout, il ne faut pas hésiter. On parlera aussi un petit peu spécifiquement comment fonctionne le sommeil, et puis plus spécifiquement aussi, on pourra prendre des conseils sur les siestes, l'organisation. Je crois que vous avez des entraînements aussi très matinaux, donc voir comment gérer au mieux quand ça arrive. Et voilà, donc en gros quand même le sommeil, c'est quelque chose qui est hyper important, on en entend de plus en plus souvent parler. C'est vrai que c'est quelque chose qui paraît naturel, un peu classique, on n'y fait pas attention et souvent, longtemps, c'est passé un peu au second plan parce qu'on a toujours mieux à faire que dormir. Mais finalement, si on passe quand même 25 ans en moyenne dans notre vie à dormir, c'est que c'est pas au hasard, c'est pas pour rien. Et justement, on va parler un petit peu de tout ça. Alors, le début d'après-midi, souvent, il faut savoir que le début d'après-midi, il y a une baisse de vigilance qui est physiologique. Donc, on va voir si vous vous endormez ou pas. Essayez d'être à peu près attentif. Je vais quand même vous donner des petites infos qui pourront vous être utiles. Donc voilà. Mais je ne vous en voudrais pas si des fois c'est un peu dur. Parce que c'est physiologique, c'est normal en début d'après-midi. C'est pour ça aussi que c'est le moment idéal pour faire une petite sieste. Sauf quand on est comme ça en cours ou pour une conférence. Du coup, alors le sommeil, c'est vrai qu'il y a plein de sportifs qui en parlent quand même de plus en plus de l'importance du sommeil, pour la santé globale, pour la performance aussi. Pour la santé globale, c'est vrai que le sommeil, ça améliore. Alors, il y a plein d'études qui montrent que bien dormir, ça permet de vivre mieux plus longtemps, ça permet une meilleure récupération musculaire, ça permet une meilleure concentration, ça permet d'être en meilleure forme cardiovasculaire, ça permet sur le plan métabolique d'avoir moins de risques de diabète, de choses comme ça. Ça permet que le système immunitaire fonctionne mieux. Donc vraiment, le sommeil, c'est hyper important et ça va être un levier sur lequel, notamment, on peut agir pour la santé, mais aussi pour la performance. Et on sait qu'il y a 3 piliers qui sont bons pour la santé, mais du coup, par extension, pour la performance aussi. Il y a donc le sommeil, dont on va parler là aujourd'hui. Il y a l'alimentation aussi, qui est très importante. Et puis le sport. Alors vous êtes sportif en l'occurrence, donc bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, c'est vraiment 3 piliers qui sont importants. Et puis souvent, on ajoute aussi la gestion du stress, qui va être importante aussi pour la bonne santé et pour la performance. Alors, la gestion du stress, vous êtes typiquement dans l'âge, ados, jeunes adultes, c'est typiquement l'âge, vous avez la testostérone à fond, donc vous êtes moins sensible au stress, logiquement. Mais vu que vous avez quand même, dans le sport, je pense, dans votre sport, des enjeux, parfois, des moments, des enjeux, donc bon, vous pouvez quand même être anxieux par moment, et ça peut des fois jouer sur le sommeil. Mais typiquement, les filles, vos homologues féminines vont être beaucoup plus sensibles au stress, et c'est normal, il y a des différences hormonales. Mais voilà. Si je reviens un petit peu sur le sommeil, il y a alors notamment, pour vous dire un petit peu l'importance que ça peut avoir, LeBron James, que vous connaissez, était vraiment un des premiers sportifs très très connus mondiaux qui a insisté sur le fait que le sommeil est hyper important pour la performance. Lui quand même, il disait bien qu'il dormait minimum 8 à 10 heures de sommeil par nuit et il n'hésitait pas à ajouter des siestes. Donc ça montre bien qu'il y a besoin de dormir. Et voilà, si LeBron James a besoin de parfois 10 heures de sommeil, on peut supposer que ça m'étonnerait que vous ayez besoin que de 7 heures ou 6 heures, comme parfois on peut s'imaginer, parce qu'on se dit ça va, je suis en forme, j'ai pas besoin de dormir tant que ça. Sauf que quand on fait vraiment beaucoup de sport, en réalité, il y a besoin vraiment de prendre le temps de récupérer. Et donc le sommeil, c'est vraiment partie intégrante de cette phase de récupération qui va permettre la performance après. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, c'est vrai que en fait,
pour la performance, il y a plein de leviers à activer. Vous avez votre entraînement, vous avez votre entraînement technique, vous avez votre entraînement physique, vous avez certainement peut-être aussi des entraînements un peu de tactique, enfin des plans de jeu, etc. Et le sommeil, mais c'est aussi un autre levier pour jouer sur la performance. Le sommeil, ça fait partie des différents leviers à activer pour jouer sur la performance, au même titre aussi que, comme on disait, l'alimentation et puis après d'autres choses à affiner. Mais vraiment, le sommeil, on prend de plus en plus conscience que c'est très très important, c'est vraiment fondamental. Vraiment pour l'action sur la performance, on va voir qu'il y a des actions à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, si vous dormez mal, le risque, ça va être d'être fatigué, d'être moins bon en endurance, moins bon en force. Donc la séance de muscu, ça va être plus compliqué. Vous allez être moins bon si vous passez une mauvaise nuit. Alors, une mauvaise nuit, on va dire, pas forcément une mauvaise nuit, on verra après. Une nuit, c'est pas le problème, c'est quand ça se cumule. Mais court terme, on va dire court terme, c'est 2-3 semaines. Et donc quand vous avez un mauvais sommeil, à court terme, voilà, manque de force, manque d'endurance, moins bonne réactivité, moins bonne capacité de coordination, moins bonne capacité aussi mentale, donc notamment prise de décision. Donc la prise de décision de faire une passe au bon joueur, de jouer tel ou tel mouvement, vous ne prendrez pas forcément la bonne décision si vous n'avez pas suffisamment dormi. Mais tout ça, c'est des choses assez fines dont on ne va pas forcément tout de suite se rendre compte, mais c'est hyper important. Après, pareil, quand vous manquez de sommeil, ça vous l'avez peut-être déjà remarqué, vous avez tendance à être moins patient, plus irritable, émotionnellement, c'est moins stable. Donc voilà, donc vraiment, à court terme déjà, c'est flagrant, moins bonne performance sportive quand on a moins dormi. Ensuite, à moyen terme, ce qui va entrer en compte, c'est vraiment une fatigue qui peut être un peu plus chronique. Et quand il y a fatigue chronique, il va y avoir moins bonne récupération. Moins bonne récupération musculaire, risque de blessure qui va être accru. Et par exemple aussi, risque de choper des maladies parce que le système immunitaire est un petit peu moins bon. Donc vous risquez d'être plus de rhume, d'attraper la grippe, voilà. Et puis du coup, si vous avez ça, forcément, vous ne pouvez pas aller vous entraîner. Et donc, moins d'entraînement. Et du coup, ça va jouer aussi sur votre performance sportive parce que vous allez être moins entraîné ou moins capable de vous entraîner correctement. Donc voilà, à moyen terme, ça joue aussi. Et puis à long terme, finalement, c'est tout ce qu'on vient de dire, mais ajouté et sur du long cours. Et en fait, vous, comme vous êtes jeune, vous êtes en progression constante. Donc vous n'allez pas forcément vous rendre compte de l'impact direct que ça peut avoir sur votre performance, parce que finalement, vous vous dites « ouais, ok, mais je continue quand même à progresser ». Certes, vous continuez à progresser, mais est-ce que si vous étiez bien reposé, moins malade ou moins souvent avec des petites douleurs musculaires, etc., est-ce que vous ne pourriez pas progresser encore plus finalement, optimiser tout ça? Et là, finalement, je compare un petit peu LeBron James et Dennis Rodman. Alors les deux, c'est des grands champions qui n'ont pas du tout la même hygiène de vie. Mais est-ce que finalement, Dennis Rodman n'est pas l'exemple. Lui, il a pu s'en sortir et être très 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 performant, mais c'est pas forcément, il n'est pas représentatif de toute la population. Si on fait un parallèle par exemple avec consommation de tabac, admettons, le tabac, il y a des fumeurs qui vont fumer toute leur vie. On sait que le tabac, c'est mauvais pour la santé, voilà, tout le monde le sait. Mais pour autant, il y a des gens, ils vont fumer toute leur vie, ils n'auront jamais un problème pulmonaire. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut prendre exemple sur eux. Là, finalement, dans tous les sports, le basket, etc., c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, il vaut mieux essayer de jouer sur tous les leviers, et le sommeil en fait partie. Il y a une étude récente, de 2022, qui a regroupé plein d'études sur des basketteurs et sur le sommeil des basketteurs. Alors, c'était des adultes, en l'occurrence. Et en fait, cette étude, elle conclut que, alors sans surprise, mais bon, en tout cas, c'est quand même scientifique, que finalement, quand il y a un bon sommeil, il y a moins bonne récupération et il y a un risque supplémentaire de blessure. Donc ça va vraiment dans le sens de l'importance vraiment du sommeil. Une autre étude qui avait été faite là sur des adolescents, donc de 2019, une étude sur des adolescents,
sportifs, donc pas particulièrement des basketteurs, mais tout un tas d'adolescents sportifs, pareil, qui avaient montré que quand le sommeil était moins bon, le risque de blessure était augmenté, surtout les blessures musculaires. Donc voilà, donc c'est vraiment des choses à prendre en compte, qui sont importantes. Donc voilà un petit peu sur l'aspect performance. Maintenant, je voulais juste aussi vous expliquer un petit peu comment globalement fonctionne le sommeil, au niveau de la durée, du rythme, donc oui, la durée, le rythme, et puis les différents perturbateurs qu'il peut y avoir au niveau du sommeil. Donc la durée moyenne, on dit que la durée moyenne c'est 8 heures. Donc après, je ne sais pas, vous, est-ce que vous avez tendance à dormir, vous diriez à dormir combien de temps? Généralement, vous dormez plus de 8 heures ou moins de 8 heures? Qui dort plus de 8 heures? Tous les jours ou en moyenne? En moyenne. Parce qu'après, c'est jamais exactement pareil, mais... Ouais, donc vous êtes plusieurs à dormir plus de 8 heures. Donc ça, c'est bien, c'est bien. Et est-ce qu'il y en a qui dorment 7 heures ou moins de 8 heures? Mais bon, après, moins de 8 heures, c'est difficile entre... Il y en a beaucoup qui dorment 7 heures. Ouais, il y en a quelques-uns. Ok. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la durée de sommeil, la partie de la population qui a besoin que de 6 heures de sommeil, elle est à peu près moins de 5% de la population, en réalité. Donc, si pour ceux-là qui dorment, peut-être 7 heures, etc., il y a certainement des choses à améliorer parce que certainement qu'il y a une dette de sommeil qui est en train de s'accumuler et vous pourriez probablement essayer d'améliorer les choses. Après, on va voir comment on peut essayer d'améliorer les choses. Donc ça, c'est vraiment pour la question de la durée. Ensuite, il y a la question du rythme. Parce que le sommeil, alors généralement, le rythme, on va dire idéal, c'est 23 heures, 7 heures. Ça fait 8 heures. Après, vous, ça peut être un peu plus. Enfin, voilà. 23 heures, 7 heures, c'est l'idéal, on va dire. Mais après, ça peut être se coucher un peu plus tôt, se lever un peu plus tôt, se coucher un peu plus tard, se lever un peu plus tard. Surtout que on sait que l'adolescence, jeune adulte, on a tendance à décaler l'heure de coucher et l'heure de lever. C'est physiologique, encore une fois. Et voilà, c'est comme ça. C'est à cette période de vie, en fait, on a tendance à décaler. Alors, pas tout le monde, et puis c'est pas une fatalité, mais en tout cas, ça peut être un peu plus dur de se lever le matin, on a un peu moins envie d'aller se coucher le soir. Bon, c'est comme ça. Il faut quand même essayer d'avoir le temps suffisant de sommeil. Ensuite, au niveau de la structure du sommeil. Le sommeil, il est fait sur une nuit, on va avoir 4-5 cycles à peu près. Les cycles, c'est des parties de entre 1h30 et 2 heures. Donc, on va avoir plusieurs cycles. Et il y a dans ces cycles plusieurs types de sommeil. Vous connaissez, généralement, il y a sommeil profond, sommeil léger et sommeil paradoxal. Le sommeil profond, c'est vraiment le sommeil qui permet la récupération musculaire, c'est vraiment le sommeil le principal, le plus important. Et ça, c'est celui qu'on a en première partie de la nuit. En première partie de nuit, on a vraiment le sommeil profond qui va permettre de bien récupérer musculairement, etc. Donc, voilà, c'est les premiers cycles jusque, on va dire, à peu près 23 heures, jusqu'à 3-4 heures du matin. Et puis ensuite, la deuxième partie de nuit, généralement, il y a un peu plus de sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves, qui est, alors je schématise bien sûr pour séparer parce que c'est plus complexe que ça, mais je schématise, et donc en deuxième partie, sommeil des rêves qui est vraiment plus la récupération mentale, émotionnelle, etc. Donc si vous passez une nuit de, on va dire, 4-5 heures, ça va suffire à récupérer, ponctuellement il n'y a pas de souci, mais par contre si vous voulez vraiment être apte à performer, à vous sentir bien au long cours, ça va être très important d'avoir et le sommeil de début de nuit et le sommeil de fin de nuit. Voilà. Et plus le rythme est régulier, c'est-à-dire plus vous arrivez à faire de façon régulière 23 heures, 7 heures, meilleur votre sommeil va être, ça va être une meilleure qualité. Alors que si vous décalez tout le temps d'une heure à l'autre, ça risque d'être d'un peu moins bonne qualité. Voilà. Qu'est-ce que je voulais... Il y a une question? Ouais. 23 heures, 7 heures, ça suffit pour des sportifs comme nous? Alors là, c'est vraiment, je donne une tranche horaire, mais pour vous, avec la charge d'entraînement que vous avez, souvent, c'est mieux d'avoir plus, effectivement. Donc, je dis 23 heures, 7 heures, mais si c'est 22 heures, 7 heures, ou après, si vous pouvez dormir plus et que ça vous convient bien, surtout, allez-y.
c'est juste parce qu'on a l'habitude de dire 8 heures, c'est standard, mais pour des sportifs qui ont des grosses charges d'entraînement, effectivement, souvent, c'est mieux d'avoir plus. Jusqu'à 9 heures, 10 heures, et pourquoi pas ajouter des siestes aussi. Hein. Donc voilà. Là, du coup, j'étais sur la structure. Donc voilà un petit peu la structure globale du sommeil. Et alors après, il y a plein de choses qui peuvent venir perturber votre sommeil et sur lesquelles vous pourrez agir en fonction de la qualité de votre sommeil. Donc après, là, il y en a pas mal qui ont l'air d'avoir une qualité quand même correcte, mais c'est bien d'avoir en tête peut-être des choses, parce que c'est vrai qu'il y a l'environnement qui peut jouer. Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a de la lumière dans votre chambre? Est-ce qu'il fait trop chaud ou trop froid? Ça, c'est des choses qui peuvent jouer. Ensuite, il y a tout ce qui est hygiène de vie. Alors, hygiène de vie, c'est les différentes consommations de produits, par exemple. Ça va être, est-ce que vous prenez de la caféine, du Red Bull? Est-ce qu'il y a des consommations alcool, cannabis? Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Parce que par exemple, café, Red Bull, ça peut donner l'illusion qu'on n'est pas fatigué, on va se stimuler. Mais si vous dormez que 7 heures et que vous compensez avec de la caféine, sur le long cours, ça ne va pas être bon pour votre récupération. Même si vous vous en rendez pas trop compte parce que ça altère un peu vos perceptions de la fatigue. Pareil, les consommations, par exemple, qui sont cannabis, alcool, ça peut avoir des effets sédatifs qui peuvent aider à s'endormir, par exemple. Sauf qu'en fait, ça va avoir une action de déstructurer le sommeil. Et donc, en fait, il y aura un effet de moins bonne récupération. Votre sommeil va être de moins bonne qualité et du coup, vous ne récupérez pas aussi bien. Donc, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes. Ensuite, dans l'hygiène de vie, on a aussi l'alimentation, etc. Enfin, il y a plein de choses, de toute façon, qui peuvent entrer en compte. Après, pour préparer le sommeil, il y a toute la routine du soir. Il y a l'utilisation des téléphones, on pourra peut-être y revenir. Et puis après, il y a aussi gestion du stress, de faire descendre la pression. Est-ce que, par exemple, les veilles de match, est-ce que des fois, quand vous êtes un peu stressé, comment vous dormez? Est-ce que ça vous arrive, là, vous, des fois, les veilles de match, d'avoir plus de mal à dormir? Ou non? Non? Tant mieux. Ouais, ça arrive des fois? Après, et pareil, alors ça peut être lié soit à du stress, soit parce que vous avez des déplacements. Et des fois, quand il y a des déplacements, du coup, on va devoir se coucher un peu plus tard. Après, je ne sais pas comment ça se passe exactement, vos déplacements, mais des nuits un peu raccourcies. Si la nuit raccourcie, elle arrive une fois la veille du match, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut pas, c'est pas en une nuit. Si toutes les nuits précédentes étaient bonnes, etc., c'est pas parce qu'il y a une nuit qui est pas suffisante et qui dure que 4-5 heures que ça va être catastrophique pour votre journée. Ça n'aura pas forcément d'impact parce que le jour du match, il y a des sécrétions d'adrénaline en plus, il y a d'autres choses qui vont compenser et du coup, ce ne sera pas gênant. Ce qui est gênant pour la performance, c'est quand ça se cumule. Et par exemple, s'il y a eu toute la semaine où vous avez mal dormi, alors là, ça va avoir un impact. Mais une seule nuit, c'est pas très grave. Donc voilà. Du coup, vous disiez que, j'ai l'impression que globalement, vous dormez correctement. Alors, si vous deviez noter votre sommeil, parmi vous, qui est-ce qui noterait, par exemple, de 0, je dors très très mal, à 10, je dors très bien? Qui est-ce qui considérait qu'il a un très bon sommeil entre 8, 9, 10? Est-ce que vous pouvez, juste pour un ordre d'idée, lever la main? 8, 9, 10. Donc là, j'en ai combien? J'en ai 1, 2. Ouais. Qui est-ce qui considérait qu'il a un sommeil à peu près 6, 7? Qui est bon, mais qu'il pourrait améliorer? Ouais, c'est peut-être la majorité. Ouais. 6, 7. Donc c'est-à-dire que c'est un sommeil qui est correct, mais qu'on sent qu'on pourrait quand même améliorer. Ok, donc c'est la majorité. Et puis le reste, il y a qui considère qu'il a un mauvais sommeil, vraiment? Ouais. Ok. Ouais. D'accord, oui, beaucoup mais mal. Alors ça, c'est intéressant. Parce que du coup, beaucoup mais mal, en fait, ça peut être, il y a la question de l'efficacité du sommeil par rapport au temps passé au lit. Et donc, en fait, il y a plein de choses qui peuvent entrer dans la qualité du sommeil. C'est-à-dire, par exemple, tu dirais que tu passes combien de temps au lit et comment ça se passe quand tu dis que c'est mal? 9. Ouais. Je suis quand même fatigué D'accord. T'as pas l'impression que tu as des éveils dans la nuit, mais tu es quand même fatigué? Souvent, s'il y a des éveils? Ok.
Ouais, alors après, il y a plein de choses qui peuvent entrer en compte. Des fois, quand il y a beaucoup d'éveils, alors les éveils, souvent, ils arrivent entre 2 cycles. Je vous ai dit, il y a 4-5 cycles dans une nuit de sommeil. Et du coup, en fait, les éveils, souvent, ils arrivent entre 2 cycles parce qu'entre 2 cycles, on passe donc en sommeil profond, puis après, on remonte en sommeil plus léger. Et parfois, on reste en dessous du seuil d'éveil, mais parfois, on passe au-dessus du seuil d'éveil. Et c'est là qu'on a un éveil dans la nuit. Si on essaye de ne pas trop y penser, de ne pas se stimuler à ce moment-là, il y a toutes les chances que hop, on reparte et qu'on continue sa nuit. Et c'est pas trop grave en soi. Ce qui est gênant des fois, c'est quand on se réveille et puis qu'on se dit « Ah mince, j'arrive plus à dormir ». Et là, on met en route les pensées de toutes sortes et alors on n'arrive plus à se rendormir. Mais du coup, ça peut arriver d'avoir des éveils. Après, là, le fait d'être encore fatigué le matin, alors est-ce que... Il y a plein de... Enfin, c'est difficile de dire... voilà, donc est-ce qu'il faudrait concentrer un petit peu le sommeil ? Et du coup, essayer de passer que 8 heures la nuit, parce que peut-être que 9 heures c'est trop et que 8 heures ça permettrait de condenser, d'avoir un peu plus de sommeil profond. C'est possible. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Des fois, il y a d'autres choses, par exemple l'apnée du sommeil, qui peut venir entrer en compte et qui peut créer une fatigue. Donc voilà, il y a plein de choses. Et c'est bien du coup de compenser avec une sieste. Ça, c'est très bien. C'est très bien d'essayer de compenser avec une sieste. Oui ? Alors l'apnée du sommeil, c'est... un phénomène, en fait, par exemple la nuit, quand vous dormez, il y a des arrêts respiratoires. On sent qu'on tombe Non, alors ça c'est encore autre chose. Ouais, ça c'est encore autre chose. Non, l'apnée du sommeil, par exemple, c'est plus fréquent chez les personnes qui ronflent, par exemple, mais c'est pas parce qu'on ronfle qu'on fait de l'apnée du sommeil. C'est quand, en fait, il y a des arrêts respiratoires pendant la nuit. Souvent, c'est dû, par exemple, chez les sportifs, ça peut arriver chez les sportifs qui sont, notamment par exemple les rugbyman, qui sont très costauds, musclés, qui ont des gros coups. En fait, les muscles et la graisse peuvent appuyer, quand ils sont allongés, vont appuyer sur la trachée un petit peu, de manière... Enfin voilà, c'est fin, mais du coup, ça peut favoriser des fois le fait que ça se bloque et qu'il y ait des blocages respiratoires la nuit. Et donc, ça donne des choses où la personne respire, tout à coup, ça bloque et hop, ça se débloque. Et ça fait des micro-hypoxies, donc manque d'oxygène dans le cerveau, donc c'est minime. Mais quand ça se répète, en fait, ça fait que votre cerveau est moins reposé le lendemain matin, et du coup, ça favorise la fatigue, etc. Puis après, sur le long terme, il y a d'autres conséquences aussi sur la santé, donc c'est important. S'il y a un doute sur de l'apnée du sommeil, donc s'il y a des pauses, si quelqu'un vous a déjà dit que vous faisiez des pauses respiratoires ou que vous ronflez beaucoup, ça vaut le coup d'aller faire un dépistage pour voir s'il y a de l'apnée du sommeil. le fait de sentir qu'on tombe, par exemple. Alors ça, c'est autre chose. C'est vraiment les phénomènes au moment de l'endormissement. C'est pas du tout grave, c'est classique, presque ça arrive à tout le monde. Genre t'as l'impression de tomber dans le vide. Ouais. T'as jamais eu ça ? C'est au moment de l'endormissement, en général, il peut y avoir des petites secousses avec l'impression qu'on tombe dans le vide et que ça peut nous réveiller même. Mais c'est pas dangereux. C'est un phénomène classique qui arrive à beaucoup de monde. Et voilà. Et ça peut être un peu plus présent quand on est plus tendu. Quand on est dans des périodes où on est un peu plus anxieux ou un peu plus tendu, ça peut être un petit peu plus fréquent, mais c'est pas dangereux. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions tant qu'on y est ? Ouais. Ah, ouais. Et pourquoi il y a certaines personnes, du coup, quand ils ont des déceptions ou quand il y a des trucs de mal qui se passent dans leur vie, ils n'arrivent pas à dormir ? Alors ça, c'est typiquement parce qu'en fait, pour pouvoir bien s'endormir, c'est bien d'avoir le corps en fait qui est vraiment plus détendu, qui se relâche et qui va permettre l'endormissement. Et quand il y a des choses un peu négatives qui arrivent ou qui nous font réfléchir, en fait, on va se mettre parfois à trop réfléchir ou à se sentir trop tendu et du coup, le corps n'arrive pas à se relâcher suffisamment pour aller obtenir un sommeil bien réparateur. Donc soit, si on est très très fatigué, on va réussir à s'endormir malgré tout, mais on va se réveiller dans la nuit, on va être pas bien. Ou alors, des fois, carrément, on n'arrive pas à s'endormir et on pense. Et dans ces cas-là, l'idéal, ça va être de ne pas traîner dans son lit parce que ça risque de ne pas passer. Il vaut mieux se lever, faire une petite activité tranquille. Idéalement, pas forcément être sur le téléphone parce que c'est pas... On pourra voir, mais ce n'est pas l'idéal non plus. Mais de bouger, faire quelques étirements, pourquoi pas, prendre 5 minutes pour faire quelques étirements, un peu de respiration et puis de retourner se coucher. L'idée, c'est de pouvoir tout apaiser. Voilà. Mais ouais, quand il arrive des choses, en fait, le cerveau est vraiment relié au physique, au sommeil, enfin, tout va ensemble. Donc, une question, ouais. Moi, des fois, je crois dormir 8 heures, je crois, mais
des fois je m'endors pour avoir 8 heures de sommeil et tout, mais quand je m'endors, bah, je pense et tout, et je m'endors Ouais. trop lentement. Ça met un peu de temps. Alors, il faut savoir que pour s'endormir, on considère que la latence classique d'endormissement, donc c'est le temps qu'on met pour s'endormir, idéalement, c'est à peu près 20 minutes. Et parfois, alors il y a des gens, ça va être beaucoup plus rapide. Moi, c'est 2 minutes. 2 minutes, ouais, bah, il y en a, et ça c'est très bien, enfin, il y en a c'est 2 minutes, et tant mieux. Et après, des fois, ça peut être un peu plus long, justement, quand on a tendance à beaucoup penser, etc. Ça peut être un petit peu plus long. Et pour savoir le temps qu'on dort, après l'important, surtout pour évaluer si on dort bien, c'est comment on se sent au réveil le matin. Est-ce que dans la journée, on se sent bien? Est-ce qu'on se sent sinon fatigué? Enfin, c'est surtout ça qui va nous donner l'indication si on a dormi suffisamment. C'est pas tant l'heure, parce que le nombre d'heures, quand on dit 8 heures, 9 heures, 10 heures, c'est indicatif. Mais après, il faut vraiment voir sur le plan individuel, adapté. Et tout le monde n'a pas besoin exactement de la même chose. Et puis, en fonction des jours, de l'activité que vous aurez eue, il n'y a pas besoin forcément à chaque fois de la même durée. Donc, oui. Et en fait, c'est genre, c'est quoi et ça sert à quoi les rêves dans la nuit? Ouais. Alors, les rêves, alors ça sert. Il y a encore plein de recherches qui sont en cours, mais les rêves, en fait, ça permet, c'est un petit peu un système de repasser dans votre corps. La nuit, ça sert à nettoyer, finalement. En fait, il y a plein d'études qui montrent que la nuit, ça sert à régénérer le corps, à nettoyer le corps, et pour la pensée, enfin, ça fonctionne aussi pour la pensée. Donc, les rêves, généralement, c'est plein de choses qui se sont passées dans votre vie, alors soit dans la journée, soit même avant. Et en fait, pendant la nuit, le cerveau reprend toutes ces choses, mais de manière toute mélangée. Donc, il n'y a pas forcément de logique, et voilà. Et ça repasse, et ça permet un peu de trier les informations. Donc voilà, les rêves, ça sert un petit peu à ça. Après, en soi, tout le monde rêve, on ne s'en souvient pas forcément, et ça n'a pas forcément d'utilité absolument de s'en souvenir. En tout cas, ça fait partie du processus du sommeil. Parfois, ça peut nous faire prendre conscience aussi de certaines choses. Des fois, c'est intéressant de noter ces rêves pour voir s'il y a certaines choses qui reviennent. Ben, ça peut être parce que c'est des choses qui nous préoccupent particulièrement. Ou, voilà. Et c'est pareil pour les cauchemars, du coup? Oui. Alors, les cauchemars, souvent, c'est une réaction quand même à des événements. Et c'est des événements qui ne sont pas tout à fait digérés, pas tout à fait acceptés. Souvent, quand il y a des cauchemars qui reviennent, alors, ça peut être quelques temps. Si c'est quelques jours après qu'il y a eu quelque chose, ou c'est de temps en temps, bon, c'est normal, il ne faut pas s'en inquiéter. Quand il y a des cauchemars quand même, qui reviennent tout le temps, qui vont avoir du coup un effet sur la qualité du sommeil, etc., ça vaut peut-être le coup de se dire, ben là, par rapport à ça, il y a peut-être quelque chose à travailler ou à parler. Alors, il n'y a pas forcément, soit ça peut être un psychologue, mais il n'y a pas forcément besoin. Ça peut être juste de discuter. S'il y a quelque chose par rapport à un ami qui revient tout le temps, ben, ça peut peut-être valoir le coup d'aller voir cet ami et de parler de la chose qui perturbe. Ou voilà, enfin... En tout cas, c'est bien de ne pas forcément garder pour soi. Si on sent que c'est récurrent, ça peut faire du bien de déposer les choses pour aider à digérer, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Moi, par exemple, même quand je vais m'endormir mais du coup, je pense à rien du tout. Des fois, j'ai l'impression de prendre 1 heure avant de m'endormir. Ouais. Oui, ça rejoint un peu, mais c'est pas tout à fait la même chose. Oui, ça rejoint un peu. Mais en fait, ça peut être pour plusieurs choses. Alors, si tu as l'impression que tu n'es pas préoccupé du tout, ça peut être aussi parce que peut-être que l'heure à laquelle tu vas te coucher ce jour-là, elle est un petit peu trop précoce par rapport à ton rythme circadien, ton rythme dont tu aurais besoin. Et en même temps, il faut que tu te lèves le lendemain. Donc, c'est toujours pas évident de trouver le bon horaire, etc. Après, si c'est tout le temps comme ça, ce que tu peux faire, il y a des choses à mettre en place le soir pour essayer de diminuer ce temps d'endormissement. Donc l'idée, ça va être de faire des choses pour essayer d'apaiser plus le corps. Même si tu n'as pas l'impression d'être stressé, peut-être que tu es quand même un peu activé. Par exemple, quand on vient de s'entraîner, on est un peu plus activé. C'est pas qu'on est stressé, c'est juste que le corps est un peu plus activé et c'est normal. Et donc, ça peut valoir le coup de prendre par exemple 5 minutes pour faire des étirements ou 5 minutes pour respirer, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la cohérence cardiaque. C'est une respiration où on inspire 5 secondes et on souffle 5 secondes.
Et de faire ça, par exemple, 5 minutes le soir, ça peut permettre d'apaiser un petit peu. Après, à chacun de trouver ce qui peut l'apaiser. Par exemple, après, on pourrait en reparler, mais les téléphones, par exemple, l'utilisation des téléphones le soir, il y a 3 points qui posent souci pour les téléphones. Il y a la lumière bleue qui va stimuler et qui va inhiber la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui va aider à dormir. Et si on a trop de lumière, ça peut inhiber la sécrétion de mélatonine. Donc on aura un peu plus de mal à s'endormir ou ça va retarder l'endormissement. Donc il y a ça. Alors c'est un des points qui fait que c'est mieux de diminuer un petit peu les téléphones, quoique après on peut baisser la luminosité, donc c'est pas encore le pire. Après, par exemple, par rapport au téléphone, il y a la stimulation. Allez, par exemple, scroller sur les réseaux sociaux, en fait, ça stimule. Même si on a l'impression d'être assez passif et on ne fait pas grand-chose, en fait, il y a plein d'infos qui défilent et en fait, c'est très, très stimulant pour le système nerveux. Et en fait, c'est un phénomène éveillant. Donc, en fait, si vous mettez un peu de temps à vous endormir, c'est déconseillé ou essayez d'arrêter un petit peu avant parce qu'en fait, ça va stimuler votre système nerveux, ce qui est normal. Donc voilà. Et en plus, alors autre chose qui n'est pas spécifique au sommeil, mais c'est que l'utilisation des réseaux sociaux, il y a quand même de plus en plus d'études qui montrent que ça favorise les troubles anxieux et les troubles dépressifs. Et du coup, quand on est un peu plus anxieux, un peu moins en forme, on a un peu moins le moral, on va avoir plus de mal à dormir. Tout se rejoint, tout va ensemble. C'est pour ça que le soir, je ne vous dis pas que, voilà, je sais que ce n'est pas possible forcément d'arrêter les téléphones, etc., mais essayez de diminuer un petit peu parce qu'en fait, ça a vraiment des effets négatifs. Et autre chose sur les téléphones, je ne sais pas comment vous gérez, mais l'idéal, c'est quand même de pouvoir couper au minimum la sonnerie la nuit parce que sinon, vous avez des bips toute la nuit qui peuvent vous réveiller et même si ça ne vous réveille pas, il y a ces bips qui vont en fait faire des micro-éveils dans votre nuit. Et tous ces micro-éveils, en fait, c'est tous des petits micro-éveils qui altèrent la qualité de votre sommeil, sans que vous vous en rendiez forcément compte. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que le téléphone, vraiment, c'est important d'essayer de l'éteindre la nuit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà. Quelle heure il est ? Ouais. Est-ce que c'est vrai que dormir sur le côté droit, c'est mieux que dormir sur toutes les autres positions ? Alors là, pour moi, j'ai pas d'infos à ce propos. Je sais que plutôt, alors pour par exemple les femmes enceintes, on dit qu'il vaut mieux sur le côté gauche pour la circulation, etc. Parce que le bébé va appuyer. Il ne faut pas qu'il appuie du côté droit pour le retour veineux, par rapport à l'anatomie. Du coup, est-ce que c'est mieux de dormir sur le côté droit ? C'est une bonne question, je regarderai, mais je n'ai pas la réponse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment ? Du coup, je voulais évoquer aussi du coup, avec vous les siestes. La question des siestes, parce que finalement, les siestes, il y a plein de types de siestes différents. Et ça peut être hyper utile pour vous, en l'occurrence, pour compléter, soit quand vous n'avez pas bien dormi, soit justement par rapport à vos entraînements très tôt le matin. Du coup, les siestes, il existe plusieurs types de siestes. La sieste idéale, ça va être la sieste qui dure à peu près 20 minutes. Il faut la faire avant 14h. Vraiment, on évite, alors je ne sais pas si ça peut vous arriver, mais la sieste à 18h en sortant des cours avant d'aller à l'entraînement, surtout pas parce que ça peut avoir après une conséquence sur le fait que ça va vous empêcher de vous endormir le soir. Donc vraiment, il faut éviter les siestes après 14h. Mais par contre, avant 14h, ça peut être pas mal, 20 minutes. Alors même si vous n'arrivez pas forcément à dormir, mais au moins vous reposez, ça apaise votre système nerveux et du coup, ça va vous permettre aussi de récupérer un petit peu. Et du coup, il y a des études, il y a une étude notamment sur des rugbymen, une étude qui a été faite. Et en fait, les rugbymen, ils les ont séparés en 2 groupes. Un groupe qui faisait une sieste, en fait, ils avaient 2 entraînements, un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi. Et puis, il y avait un groupe qui a fait des siestes et l'autre groupe qui n'a pas fait de sieste. Et ensuite, sur l'entraînement de l'après-midi, ils prenaient la mesure de
je crois que c'était endurance et force explosivité. Et sur des tests d'ergo de 6 secondes, donc d'explosivité, en fait, ceux qui avaient fait une sieste avaient des meilleurs résultats sur l'entraînement de l'après-midi au niveau de l'explosivité. Donc voilà, ça vaut le coup. Vraiment, on voit vraiment que les siestes, le sommeil, ça peut vraiment avoir des bénéfices. Il y avait également un effet sur la sensation de fatigue perçue. En fait, à l'entraînement l'après-midi, ceux qui avaient fait une sieste avaient moins cette sensation de fatigue et du coup, on peut par extension imaginer que du coup, ils pouvaient se donner un petit peu mieux à l'entraînement avec plus de motivation. Et donc tout ça, si on est meilleur à l'entraînement, enfin si les perfs de l'entraînement sont meilleurs, par extension, on peut bien imaginer que du coup, sur la perf au long cours, si on s'entraîne mieux, au long cours, on va plus progresser. Donc c'était intéressant aussi par rapport aux siestes. Vous, dans votre cas particulier de vos entraînements du matin, parce que je crois que c'est 5h30, c'est ça, hein, que vous devez être prêt, donc ça fait quand même, ça vous fait lever tôt. Donc d'habitude, vous levez à quelle heure quand vous n'avez pas entraînement comme ça? Vers 7h? Ouais, et du coup, ce jour-là, c'est 5h. Enfin, vous avez 2 fois par semaine. Hein. Ouais, donc il y a 2 fois par semaine où ça décale quand même de 2 heures votre lever. Donc, alors, comment vous faites pour gérer ça, vous? En général, est-ce que vous vous couchez à la même heure? Comment vous gérez ces entraînements? Ouais, la même heure? Ouais, ok. Il y en a qui se couchent 1 heure plus tôt, c'est ça? Ouais, ok. Ouais, ok. C'est ça. Alors en fait, en fonction des personnes, ce qu'on pourrait dire, quand il y a entraînement à 5h du mat, à 5h30, qu'il faut se lever à 5h, on pourrait dire que l'idéal, ce serait de voir si vous pouvez réussir à vous coucher un tout petit peu plus tôt, une demi-heure, 1 heure avant, ou même 2-3 heures avant. Mais c'est ce que je vous disais, c'est que si vous vous couchez trop tôt, vous risquez de ne pas vous endormir, et du coup, après, ça va se répercuter sur toute votre nuit. Donc vous n'aurez rien gagné. Donc, soit si vous vous couchez 2 heures plus tôt et que vous arrivez à dormir très bien, vous continuez comme ça. Pour ceux qui se couchent une demi-heure, 1 heure avant, si vous arrivez à dormir, parfait, vous continuez comme ça. Pour ceux qui se couchent à la même heure, il n'y a pas de souci. Voyez si vous arrivez à vous coucher peut-être une demi-heure avant, mais si ça ne marche pas, on garde la même heure. Et voilà. Et puis après, pour tout le monde, ça peut être intéressant de faire une petite sieste. Donc soit juste après l'entraînement ou en tout cas avant 14h. Donc ça peut être dans la matinée, la sieste, ça peut être à midi ou en tout cas avant 14h, de faire une petite sieste pour essayer de récupérer. Parce que ça va permettre quand même de récupérer un petit peu. Et le soir même, s'il y a un peu plus de fatigue, c'est pareil, vous pouvez vous coucher un petit peu plus tôt parce que vous aurez normalement une pression de fatigue qui sera un petit peu supérieure. Ouais. Moi, mes siestes, c'est pas 20 minutes, moi. C'est combien de temps? C'est le plus longtemps possible. Ouais, c'est-à-dire à peu près, du coup, ça fait quoi en moyenne, en général? 1h30, 1h20. Ouais. Donc en fait, là, toi, ta sieste, elle dure un cycle. C'est ce qu'on appelle la sieste royale, elle va durer un cycle de sommeil. C'est 1h30 à peu près, hein, donc ça correspond à un cycle. Honnêtement, si tu fais ça et que le soir même, tu dors bien et que tu passes des bonnes nuits, continue, il n'y a pas de souci, en fait. Il n'y a pas de problème. En fait, souvent, on conseille 20 minutes la sieste parce qu'en fait, on n'a pas le temps, forcément, dans sa journée, de faire 1h30 de sieste. Mais si vous avez le temps et que ça ne dégrade pas la qualité de votre sommeil le soir, alors vous pouvez tout à fait faire une heure et demie complète de sieste. Il y a des études qui ont montré que la durée idéale de la sieste pour récupérer physiquement et pour être le plus apte possible physiquement, c'était 30 à 60 minutes. Mais le problème des siestes de 30 à 60 minutes, c'est que à la fois, ça aide à bien récupérer, mais en même temps, au moment où on se réveille, au bout de 45 minutes à peu près de sommeil, on est en sommeil profond. Et quand on se réveille en sommeil profond, on est complètement dans le gaz. Et du coup, il est, pour le coup, déconseillé d'aller s'entraîner un quart d'heure après. Si on fait 3 quarts d'heure, par exemple, de sieste ou 1 heure, il faut attendre 1 heure avant d'aller s'entraîner. Parce que sinon, on va être le temps de latence pour récupérer d'un sommeil profond. Sinon, on risque de se faire une entorse ou d'être pas assez attentif parce qu'en fait, on ne sera pas assez réveillé. Alors qu'une sieste de 20 minutes, au bout de 5 minutes, vous pouvez être à l'entraînement, il n'y a pas de souci. Mais les siestes un peu plus longues, à la fois, elles aident à mieux récupérer, mais il faut être attentif de laisser suffisamment de temps derrière avant l'entraînement. Et les siestes d'1h30, généralement, quand on se réveille, on peut être pas mal. Après, ça dépend des gens. Mais voilà.
Est-ce qu'il y a des questions? Là, ouais. Est-ce que la paralysie du sommeil, c'est dangereux Non, c'est pas dangereux. C'est très désagréable. C'est très pénible. En fait, ça donne des impressions comme ça de ne pas pouvoir bouger et on se rend compte qu'on ne peut pas bouger. Donc, c'est quelque chose qui est très, très... c'est anxiogène, en fait. On s'inquiète. Enfin, c'est très désagréable, mais c'est absolument pas dangereux. Pourquoi les gens ont l'impression qu'ils vont mourir? Parce que, en fait, c'est l'impression en fait, d'être conscient, mais de ne pas du tout pouvoir bouger. Et donc, ça peut être très, très angoissant. Ils disent, ouais, ils n'arrivent plus à respirer. Ils ont cette impression. Alors après, sinon, quand on a cette impression aussi de ne plus pouvoir respirer, il y a aussi les attaques de panique, les crises d'angoisse. Donc c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, on peut mourir déjà? Non, non, que ce soit les paralysies du sommeil ou les crises d'angoisse, on ne peut pas mourir, mais c'est très angoissant. Et ça arrive enfin, est-ce qu'il y a une cause qui fait que quelquefois on peut avoir des paralysies du sommeil? Alors c'est souvent comme ça des gens, enfin dans les familles, il y a plus de vulnérabilité à présenter des paralysies du sommeil. Après, il peut y avoir souvent, il peut y avoir des fois des questions d'anxiété, de tension un peu plus importantes, mais pas forcément. Enfin, c'est voilà. C'est quoi les impressions de déjà vues? Les impressions de déjà vu, c'est une bonne question. Alors les rêves sont pas prémonitoires. Jusqu'ici, non. Alors les rêves, c'est pas prémonitoire. En fait, les rêves, ils utilisent ce qu'on a déjà vécu. Mais par contre, ils peuvent être prémonitoires dans le sens où, je sais pas, vous avez déjà vécu des matchs, ou alors vous pensez beaucoup à un match et vous avez envie que ça se passe de telle façon, et puis vous allez rêver que ça se passe de telle façon et ça va se passer de telle façon. Mais c'est pas qu'il a été prémonitoire, c'est que en fait, ça fait partie de vos pensées. Voilà, il y a des pensées autour de ça. Et voilà. Mais un rêve, logiquement, il n'est pas prémonitoire. Après, on peut toujours découvrir des choses dans la science. On verra ce qu'on dira dans 20 ans, mais c'est pas... Ouais. Est-ce que les paralysies du sommeil, c'est au moins d'arriver au moins une fois dans la vie? Non, pas forcément. Comment on peut l'avoir? Alors après, j'avoue que je ne suis pas super calée sur les paralysies du sommeil, mais non, il y a plein de gens qui n'en auront jamais, il y en a plein qui en ont, et c'est pas du tout dangereux. Mais c'est très angoissant. Mais voilà. Et après, je pense que plus on arrive à se détendre, ça peut baisser un petit peu la fréquence d'apparition, mais après, voilà, ça arrive, mais c'est pas dangereux. Ouais. Est-ce que tu as des aliments à conseiller pour améliorer la qualité du sommeil ou le sommeil? Oui, alors l'alimentation idéale pour le sommeil, parce qu'après, en fonction de ce qu'on recherche, c'est pas toujours la même alimentation qui est idéale, donc après, voilà, mais en tout cas pour le sommeil, déjà le matin, pour le sommeil et l'humeur. Le matin, ça va être quelque chose de très protéiné, idéalement, protéines et gras, en fait. Donc c'est ça l'idéal, le matin, pour bien démarrer la journée. Et après, en fait, pour le soir, par exemple, ce qui est idéal, c'est d'avoir un repas quand même suffisamment consistant, mais pas trop lourd à digérer. Donc suffisamment consistant, ça veut dire qu'idéalement, c'est bien d'avoir quand même des féculents, mais pas des choses trop grasses, qui vont être trop difficiles à digérer. Ou si c'est de la viande, il vaut mieux que ce soit de la viande blanche, du poisson, soit de la viande blanche ou du poisson, soit éviter la viande rouge, par exemple, cuite dans du beurre le soir. Ça va être plus dur à digérer et donc ça va risquer de retarder l'endormissement. Parce qu'en fait, la digestion demande de l'énergie au corps, ça fait chauffer la température corporelle. Or, pour bien s'endormir, il faut réussir à baisser la température corporelle. Donc c'est pour ça qu'on dit dans la chambre, il faut qu'il fasse frais, vers 18-19 degrés. Et puis aussi, du coup, ne pas avoir mangé un truc trop lourd à digérer, quoi. Voilà, si on veut vraiment résumer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi j'en ai une. Est-ce que si quelqu'un n'est pas spécialement fatigué, est-ce que tu lui conseilles quand même de faire des siestes
Alors, tout dépend. Si quelqu'un n'est pas spécialement fatigué, s'il fait une petite sieste et que ça ne l'empêche pas de redormir bien avec un bon sommeil, bien dense, bien réparateur la nuit, il n'y a pas de souci, ça peut pas faire de mal. Par contre, si la personne fait une sieste et que du coup, ça l'empêche de bien dormir, c'est dommage. Donc après, en fait, cette question-là, elle est très individuelle et c'est vraiment après au cas par cas. Mais voilà, faire une petite sieste, ça peut toujours faire du bien. Alors, quand il y a une dette de sommeil, quand quelqu'un est fatigué, clairement, la sieste, c'est vraiment bien à faire parce que ça va aider à récupérer. Et quand quelqu'un est en forme et pas fatigué, bah après, ça peut faire du bien, mais il ne faut pas que ça ait de conséquences sur la nuit suivante. Voilà. Et dans les méthodes respiratoires, il y en a d'autres que la cohérence cardiaque? Alors, la cohérence cardiaque, c'est vraiment la plus simple, la plus basique. Après, il y a différentes méthodes. Alors, 4, 7, 8, il y a plein de méthodes. Après, honnêtement, l'important, c'est de prendre le temps de se poser et de respirer. Si ce n'est pas la cohérence cardiaque qui vous parle et que vous écoutez une petite relaxation guidée, 10 minutes, avec quelqu'un qui vous parle et qui vous dit « détendez-vous », etc., ça peut être très bien. Parce que finalement, ce qu'on recherche, c'est de relâcher, de ne pas être trop réfléchir, de relâcher le corps, d'apaiser. Donc, toutes les techniques, toutes les respirations sont bonnes à prendre. Et il faut prendre après ce qui convient le mieux à chacun. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon. Ok. Je ne sais plus si j'avais des trucs autres. Ah oui, je pensais à la question des montres connectées. Je ne sais pas si vous avez des montres connectées qui mesurent des fois votre temps de sommeil. Ça, c'est un peu... ça peut être vraiment intéressant, mais il ne faut pas non plus se baser que là-dessus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les montres connectées, si vous voulez que ça vous donne une indication sur votre sommeil, il faut quand même les garder plusieurs jours à la suite, au moins 2-3 semaines à la suite, et faire une moyenne de ces résultats sur 2-3 semaines. On ne peut pas juger d'une qualité de sommeil en 2-3 jours d'enregistrement sur une montre connectée. Mais par contre, sur 2-3 semaines, ça vous donne une bonne vue d'ensemble et ça peut être intéressant. Après, la montre, qu'est-ce qu'elle mesure ? Elle va mesurer votre temps de sommeil total, mais elle se base sur quoi ? Vous n'avez pas les électrodes, donc ce n'est pas une fiabilité parfaite, mais ça se base sur votre poignet et donc sur les mouvements que vous allez faire la nuit. Et en fonction des mouvements que vous allez faire la nuit, la montre, en fait, ça va extrapoler si vous êtes en sommeil, combien de temps vous passez en sommeil profond, combien de temps vous passez en sommeil paradoxal, combien de temps vous passez en sommeil léger. Mais donc, la marge d'erreur est quand même présente. Donc, il y a des études qui ont montré que sur la durée totale de sommeil, votre montre, si elle vous dit que vous avez dormi 8 heures, probablement que vous avez plutôt dormi 7h30. Généralement, elle surestime le temps de sommeil. Après, à la limite, ce n'est pas très grave. Une fois que vous le savez, ça vous donne, vous, votre info par rapport à vous-même. Et après, si vous voulez voir si vous vous améliorez, vous mettez des petites choses en place. Et puis, vous pouvez remettre votre montre pour dormir et puis évaluer l'évolution. Ce qu'il ne faut pas, c'est tous les matins se dire « Est-ce que j'ai bien dormi ?» Regardez sa montre. « Ok, j'ai bien dormi, j'ai pas bien dormi. » Ce n'est pas la montre qui doit vous dire si vous avez bien dormi. C'est vraiment votre ressenti le matin. Donc la montre, ça doit être un outil pour mesurer à un moment donné, mais il ne faut pas du tout garder la montre tous les jours et se fier absolument à la montre tout le temps. Voilà, voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez en tête ? Non ? Bon. Eh bien, écoutez, on a fini, du coup.